Donc, on va commencer dans à peu près 30 secondes. Je viens de démarrer l'enregistrement, juste pour que vous soyez au courant. Donc, il sera disponible après le colloque si vous avez besoin d'aller retourner écouter certains proposés ou voir certaines diapos. Ça va tout être disponible pour vous après le colloque. Parfait. Merci beaucoup, Joanne. Et on va commencer parce qu'il est 11 heures, puis je suis certaine qu'il y a des gens qui vont s'ajouter aussi dans les quelques minutes dans le début de la présentation, mais je vais faire ma petite partie en premier, puis ensuite, Ibrahima, tu pourras prendre la parole. Donc, je vous remercie à toi, Ibrahima, premièrement, d'avoir accepté de présenter avec nous aujourd'hui au colloque TAC 2026. Et merci à tous les participants qui sont ici pour apprendre de Ibrahima, d'écouter ses partages et ainsi de suite. Je suis certaine que ça va être très profitable. Donc, je me nomme Joanne Rufero, puis je suis à l'embauche du Centre Franco pour appuyer avec le colloque TAC 2026. Donc, il me fait plaisir d'être avec vous pour cette heure ici. Donc, vous êtes à l'atelier qui est intitulé l'IA au service des élèves ayant un trouble développemental de la lecture et plus spécifiquement de la dyslexie. Donc, quelques petites précisions avant de commencer. On vous demande si c'est possible d'allumer vos caméras. C'est toujours plus facile pour un animateur d'animer, de présenter quand il peut voir les visages qui sont là, quand on voit des réactions, et ainsi de suite. Donc, merci à ceux et celles qui prennent le temps d'allumer la caméra. Ça va être apprécié d'Ibrahima. Et aussi, par contre, de garder vos micros en sourdine, à moins que vous voulez prendre la parole. Donc, si vous avez besoin de prendre la parole, vous avez le droit d'enlever la sourdine. Puis aussi, la boîte de clavardage est toujours disponible pour vos questions. Juste que tu saches, Ibrahima, moi, je vais garder un œil sur la boîte de clavardage. Donc, si je vois qu'il y a des questions que tu n'as pas eu la chance de voir, toi, pendant que tu présentes, mais je vais intervenir pour que tu puisses y répondre au fur et à mesure que les gens ont des questions. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Ibrahima. Donc, il occupe un poste expert conseil en troubles d'apprentissage à l'école d'application du consortium Centre Jules Léger depuis août 2019. Il détient une maîtrise en études du développement avec une spécialisation en services publics éducatifs de l'Université de Genève en Suisse et une maîtrise en administration publique avec une spécialisation en analyse des organisations de l'Université du Québec en Outaouais. Cela fait 2 ans qu'il a terminé une formation au programme de qualification à la direction d'école en éducation, donc il appartient et par deux. Il cumule plusieurs années d'expérience en enseignement et en soutien pédagogique dans différents systèmes scolaires, au Sénégal pendant 4 ans, en Suisse pendant 3 ans, au Québec pendant 2 ans et en Ontario pendant 16 ans. Son expertise porte sur l'éducation des élèves ayant des besoins particuliers, le développement de la littératie et l'analyse et la gestion des organisations. Donc, bienvenue au colloque TAC 2026, Ibrahima, et je te laisse la parole maintenant. Donc, il est temps que j'enlève cette photo. Merci beaucoup tout le monde. Merci de vous être joints à nous à cet atelier que je trouve le sujet assez pertinent. Là, Joanne parlait tantôt de l'école d'application du consortium Centre Jules Léger. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le consortium Centre Jules Léger, c'est le 13e conseil scolaire francophone et nous recevons des élèves qui nous viennent des autres conseils scolaires, dont l'objectif principal, c'est un placement d'une année, minimum, maximum 2 ans, en vue de bénéficier des services de rééducation dans des domaines cibles que sont les mathématiques, le français, la résolution de problèmes, les habiletés sociales, ainsi que tous les éléments qui touchent les fonctions exécutives, afin de les aider à mieux cheminer dans leur apprentissage. Encore une fois, merci d'être là. Avant de commencer, je voulais juste préciser un détail. Le choix de ce sujet a été très facile pour moi dans la mesure où ça me mène en plein champ de mon expertise, mais en même temps, ce que je fais dans mon expérience quotidienne au moment où je parle. Et là, vous allez remarquer que vous aurez accès à certains éléments de réponse ou à un certain élément de travail personnel. Et je vous inviterai à avoir votre cellulaire, votre téléphone pas loin de vous, puisqu'il va y avoir une petite activité à faire ensemble tantôt. Alors, pour débuter, l'exposé s'échelonnera sur ces points que vous voyez à l'écran. Je m'aimerais juste partir du point de départ. On parle de dyslexie, mais
j'aimerais juste apporter un éclairage sur le concept d'abord du trouble d'apprentissage dans lequel se glisse le mot dyslexie qui fait partie des troubles développementaux de la lecture, à ne pas confondre avec l'acronyme TDL qui signifie trouble du langage. Là, je précise qu'on parle du trouble développemental de la lecture au sein duquel on pourrait retrouver d'autres aspects du trouble, mais aujourd'hui, la séquence de notre atelier va être axée exclusivement sur les types de dyslexie au pluriel, pas au singulier. Donc, je ferai un retour sur le point sur la dyslexie, et c'est au moment de visualiser, de se conscientiser sur à quoi pourrait ressembler une échantillon d'écriture. C'est à ce moment-là que vous aurez besoin de votre cellulaire. Et là, on ira directement vers quelques outils pour appuyer les élèves dyslexiques. Des outils que nous utilisons présentement ici, certains que vous utilisez certainement dans vos conseils scolaires ou dans vos différents lieux de travail, en famille peut-être même. Et quelques éléments de mise en garde vous seront apportés. Évidemment, on passera à travers l'impact qu'il y a l'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle, les fonctions, les intentions et les apprentissages qui en découlent. Et quelques mises en garde avant d'aller à ce que nous retournons de cet atelier. Première information, cette présentation a été faite avec l'appui de l'outil d'intelligence artificielle. Il y a des éléments d'image que vous allez voir qui ont été produits par ChatGPT ou par Gemini. Et c'est précisé dans cet atelier pour les droits d'auteur, quoi qu'il apparaît que l'intelligence artificielle n'est pas à 100% intelligent qu'on puisse le penser et qu'il peut y avoir des éléments d'erreur là-dedans. Donc, sans plus tarder, le résultat d'apprentissage sont triples en ce moment, c'est de s'approprier le concept de trouble développemental de la lecture, des outils efficaces et finalement de faire le lien entre ces outils, l'impact qu'il y a ces outils, les fonctions, les intentions pédagogiques ainsi que les apprentissages visés. Je tenais absolument à placer le tout dans le cadre pour l'intelligence artificielle sur lequel nous venons de travailler et qui a été partagé au niveau des gouvernances. Mon atelier s'inscrit au niveau de l'axe stratégique, pédagogie et innovation. Et je tenais absolument à préciser ça et de mentionner que, surtout en lien avec l'élément par ses intentions et ses actions concrètes au niveau de l'éducation en Ontario. Si on parle du concept de trouble d'apprentissage, je ne peux pas chercher la meilleure définition autre que celle qui est proposée par le ministère de l'Éducation depuis 2014, la note 8. Un des troubles neurologiques du développement, et c'est important de préciser que c'est un des troubles, et c'est neurologique, ce n'est pas physique du tout, et qui a un impact sur des capacités, des résultats, et qui entraîne des difficultés à différents niveaux. L'impact, c'est sur la capacité qu'a l'élève à percevoir et à interpréter soit des informations verbales ou non verbales, mais ça ne suffit pas parce que ça crée une sous-performance scolaire. L'élève ne travaille pas à son niveau, n'est pas capable de produire un rendement par rapport à son niveau et âge. Et ça entraîne des difficultés dans différents aspects, surtout dans l'acquisition, mais surtout dans l'utilisation de ces compétences. C'est des élèves qui ont des habiletés, mais qu'il ne faut pas les utiliser dans certains domaines tels que la lecture, l'écriture, les mathématiques. Les habiletés de travail et habiletés d'apprentissage aussi ne sont pas exclues. Il faut situer ces difficultés dans au moins un processus. Il peut y en avoir beaucoup plus que ça, mais ce processus peut être soit le traitement phonologique, la mémoire, l'attention, en fait, tout ce qui touche aux fonctions exécutives aussi, que vous voyez ici. Je n'ai pas besoin de les énumérer toutes en entier. Une précision très importante sortie d'un rapport tout récent. Un grand nombre d'élèves rencontrent des difficultés d'apprentissage à l'école. On estime que 20% des élèves rencontrent dans l'apprentissage à l'école des difficultés sévères.
20%, c'est pas peu, c'est beaucoup. Faire des apprentissages tous les jours à l'école est une tâche difficile et le degré de sévérité s'étend sur un continuum. On aura la chance de le voir tantôt parce qu'on peut voir qu'à l'intérieur d'un continuum, d'un domaine bien précis, il peut y avoir des niveaux de difficulté qui ne sont pas les mêmes par rapport aux élèves qui pourtant rencontrent les mêmes besoins au niveau de la dyslexie. Cette courbe est là pour nous rappeler qu'il faut situer les élèves qui ont cette difficulté à 4 niveaux. Quand la difficulté elle est persistante, elle est sévère, elle est spécifique et surtout inattendue, les élèves qui ont ce trouble d'apprentissage se situent toujours sur le 20e rang centile. Et je tiens à vous préciser que les élèves que nous recevons ici au centre du léger, non seulement ils se situent sur le 20e rang centile, ils ne sont même pas au 10e rang centile. Donc, voyez-vous le trouble sévère d'apprentissage, les élèves avec qui nous travaillons ici. Ils sont même loin du 20e rang centile. Là, on est maintenant dans le trouble développemental. Le trouble développemental obéit à certaines exigences. Elles sont souvent, c'est un ensemble hétérogène, c'est jamais homogène. Il y a des dysfonctionnements neurologiques, il y a des fonctions exécutives qui sont touchées et sont présentes dès le début du développement. C'est neurologique, c'est à la naissance. La caractéristique, c'est qu'ils sont sévères, persistants et on ne s'y attend pas. C'est la raison pour laquelle le dépistage, les évaluations psychoneuropsychologiques sont faites le plus tôt possible permet de poser des diagnostics au départ. Ils sont transmissibles par l'hérédité, mais à des degrés divers. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est possible. Par contre, ce que ces troubles dont je mentionne ici ne sont pas, c'est pas parce qu'on élève en déficit sensoriel, ou bien parce que cet élève a un retard intellectuel, ou bien cet élève subit une défavorisation socio-économique, un manque de stimulation à l'école ou tous autres, ou bien une scolarisation insuffisante qu'on peut diagnostiquer entre autres, d'après le DSM 2010 et l'Organisation mondiale de la santé de 2012. En aucun cas, les troubles ne sont liés à ces 5 éléments. Et il y a 2 troubles spécifiques qui sont apparus, c'est-à-dire le trouble d'apprentissage acquis, qui n'était pas présent au début du développement, qui se vient à la suite d'un traumatisme crânien et qui fait que l'élève ou l'individu perd alors une capacité qu'il possédait. Alors là, c'est un trouble d'apprentissage qui est acquis, différent du trouble développemental qui est d'ordre neurologique. Et il y a les troubles précoces versus les troubles scolaires. L'objectif de cet atelier vise seulement les troubles scolaires. Je ne traite pas du TDL, je ne traite pas du TDC. Ça se situe dans cette boîte de couleurs scolaire et je mentionne bien troubles développement de la lecture. Si vous voyez ce tableau, vous pouvez voir l'hétérogénéité des troubles dont je faisais allusion tantôt au départ. Donc, l'accent sera exclusivement mis aujourd'hui sur le trouble développemental de lecture. Peut-être un jour, on aura la chance de traiter sur les autres aspects. Et ce trouble développemental de la lecture est double. Soit c'est une dyslexie, soit c'est une hyperlexie. À l'intérieur de ce trouble développemental de lecture, il y a une hétérogénéité. Alors, l'objectif de cet atelier est de cibler encore davantage sur la dyslexie, pas sur l'hyperlexie, quoi qu'il y ait des éléments similaires. De cette dyslexie, on peut clairement comprendre que la définition exacte, c'est un élève qui a du mal à reconnaître les mots et à les orthographier. Le décodage est très limité pour cet enfant, pour cet élève, parce que ça peut être un adulte aussi. Alors, là, on rentre dans l'atelier. Le trouble développemental de la lecture, qu'est-ce qu'on en connaît sur la dyslexie? Souvent, on a l'habitude de penser que la dyslexie, elle est homogène.
Mais si partons d'abord de la définition, qu'est-ce qu'elle est? C'est un truc qui est spécifique. Il y a ces caractéristiques qui lui sont propres. Et de ces caractéristiques qui lui sont propres, il faut retenir dès le départ que les origines sont neurologiques. Ce n'est pas un trouble qui s'acquiert à la suite d'un accident, ce n'est pas un trouble qui est acquis, c'est un trouble scolaire, c'est un trouble neurologique. La personne qui est atteinte de ce trouble neurologique qu'on appelle ici la dyslexie a de la difficulté dans la reconnaissance de l'influence et a une capacité très limitée à les orthographier. Le décodage est très limité. D'où il résulte d'autres difficultés qui sont implicitement liées à celle-ci. Cet individu présente un déficit de la composante phonologique du langage. C'est très difficile pour cet élève ou cet individu de faire le lien entre le son de la parole et la graphie. J'entends le son B. Au passage, souvent, on a l'habitude de dire le son B. Mais ce n'est pas un son, c'est le son, c'est le son que fait la lettre, le son B. La graphie, c'est la lettre. On verra tout à l'heure comment les dyslexiques, les difficultés que les dyslexiques vivent pour identifier certains sons confondants. Le B, le D, le K, le T, c'est extraordinaire à quel point ils sont confrontés à cette réalité. Et il y a des conséquences qui sont secondaires. Ça, ils ne parviendront pas à lire un livre, un texte, ou bien s'ils parviennent, ils ne vont pas le comprendre. Parce que les sons qu'ils entendent, ce n'est pas le sens de lettres. Et cela peut entraîner un vocabulaire très limité. Et évidemment, ça touche les connaissances générales de notre élève ou bien de l'individu. Aujourd'hui, de sources sûres, et c'est la recherche, je remercie Alain Desrochers au passage, qui est le spécialiste avec qui nous travaillons ici à l'école d'application, qui fait partie des modules de recherche à l'international. Il vient de nous partager ses éléments de réponse. Aujourd'hui, la dyslexie, c'est le trouble d'apprentissage le mieux documenté. Et ce n'est pas étonnant parce qu'il est large. Et cette dyslexie rend compte de plus de 80% des difficultés d'apprentissage observées à l'école. J'étais en salle de classe, souvent je ne comprenais pas pourquoi mon élève ne parvenait pas à faire ceci, cela par rapport à la lecture à l'orthographe. Souvent, c'est dû au fait que je n'ai pas à disposition un rapport, un diagnostic qui est clair. C'est le trouble le plus courant à l'école, mais c'est un trouble qui peut passer sous la carte parce que s'il n'y a pas d'évaluation, on ne peut pas, souvent, on ne peut pas commencer à déployer les outils nécessaires. 7 à 10% de nos élèves aujourd'hui sont atteints de dyslexie. Avant d'aller au prochain diapo, quand on dit que 7 à 10% des élèves sont atteints de dyslexie dans nos écoles, il faut faire attention. Il faut que ce soit des élèves qui proviennent d'une base de données. Une base de données qui a été établie suite à des évaluations qui ont été posées par des spécialistes. On ne peut pas, aujourd'hui, au XXIe siècle, observer notre élève en salle de classe et dire, ouais, ben, il ressemble à quelqu'un qui a une dyslexie. Non, ça prend un diagnostic posé par des spécialistes, des données probantes qui sont claires, qui établissent clairement où se situe. Pourquoi? La raison est assez simple. Au prochain slide, vous verrez ici qu'on ne parle pas d'une dyslexie, on parle de type de dyslexie. Elle est triple. Les deux premières sont claires. La dyslexie phonologique, c'est on rêve, au niveau du décodage phonologique, c'est très difficile, c'est limité. Conversion des lettres, automatiser cette conversion, ça c'est le trouble le plus courant qu'on rencontre souvent dans nos écoles.
L'autre dyslexie, elle s'appelle la dyslexie phonologique, décodage phonologique. La deuxième, elle est liée au lexique. La dyslexie lexicale, ça, c'est la procédure lexicale. C'est-à-dire, le temps que prend l'élève pour identifier un mot, pourtant, qui lui est familier. Maison, voiture, porte. L'élève est familier à ce mot, mais quand on l'écrit, il ne l'identifie pas. Et difficulté surtout à enregistrer en mémoire l'écriture de ce mot. La raison pour laquelle je donne des exemples ici, par exemple, le mot photo. Combien de fois on peut voir nos élèves nous l'écrire F-O-T-O ou P-H-O-T-A-U? Parce que c'est au niveau lexical, c'est la produire lexicale. La photographie exacte ne se fait pas. La combinaison des deux peut arriver. Notre élève a une dyslexie phonologique doublée d'une dyslexie lexicale. Les deux combinés ensemble, là, on est en face d'un élève qui a une double dyslexie, c'est une dyslexie mixte ou profonde. À ce moment, ça prend la combinaison des difficultés au niveau phonologique et au niveau lexical. Ça, c'est la dyslexie la plus sévère qu'on rencontre ici. Donc, vous voyez ces trois éléments de réponse au niveau du profil de notre élève. Si vous avez votre téléphone, votre cellulaire, je vous inviterai à prendre en photo le code QR où c'est écrit version élève dyslexique pour avoir accès à une production écrite d'un élève que j'ai eu la chance d'évaluer il y a 2 semaines et qui m'a fait cette production. Je vous laisserai 2 minutes pour que vous puissiez avoir accès à la production de l'élève. Et quand vous aurez accès à cette production de l'élève, essayez de comprendre ce que l'élève a voulu dire. Et au passage, c'est un élève de 6e année. Ce n'est pas un cas fictif, c'est un cas réel. J'ai juste enlevé le nom et la photo. Comme ça, au hasard, est-ce que quelqu'un parmi vous qui a un micro ouvert et sa caméra pourrait faire une tentative de lire à haute voix ce que l'élève a voulu dire? Juste comme ça. Je peux le faire. C'est France. Parfait. C'est super. Alors, France, vous avez la parole. OK. Alors, il a vu la Grey Lady quand il rentre la porte et il dit pourquoi tu es ici? Et le Grey Lady dit laisse-moi aller. Et Max dit pourquoi? Et elle dit j'ai les raisons. Max a dit non, tu as pas. Et elle a dit bouh. Et Max accourait à sa M maison et il voit Max et dit quoi as-tu fait? Et il dit rien. Et sa M dit j'ai pas. Et il dit j'ai promis, j'ai dit c'est vrai. Et sa M dit OK. Dit OK. Max dit elle et Grey Lady, sa M dit OK. Max dit viens avec moi. Sa M dit OK. Allez à la maison de Max et sa M dit oh. Et il court. Le Lady dit hey, j'ai 20 pour vous. Et il court à une place pour tu aller dessus. Ouais. Pour OK. Mar avant. Je pense On a compris. Je pense qu'on a compris. On a compris tous que l'élève, quand même, on sait qu'il manque une fluence au niveau de l'orthographe, mais on sait que l'élève fait des tentatives de nous raconter une histoire, quand même. Il veut nous dire quelque chose.
C'est clair dans sa tête. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de nous produire un échantillon d'écriture qui est fluent parce que c'est un élève c'est une élève, hein, c'est une fille de 6e année, qui a une dyslexie combinée, phonologique et lexicale en même temps. C'est une dyslexie sévère. Avec le même cellulaire que vous avez, essayez de prendre le code QR version de l'IA. Quand j'ai envoyé le texte pour comprendre ce que l'élève a voulu nous dire en utilisant l'application. Peut-être, France, tu devrais relire aussi la seconde version, comme étant donné que vous avez lu tout à l'heure la première version. Je vais essayer de voir à votre niveau, est-ce qu'il y aura de la fluence à lire la seconde version. OK. Alors, il a vu la Grey Lady. Elle rentrait par la porte. Il lui a demandé « Pourquoi es-tu ici? » La Grey Lady a répondu « Laisse-moi aller. » Max a demandé « Pourquoi? » Elle a dit « J'ai mes raisons. » Max a dit « Non, tu n'en as pas. » Elle est partie vers sa maison préférée. Il a vu Max et a demandé « J'arrêtais là? » Exactement. Vous avez remarqué l'affluence, la différence entre le texte, ce que l'élève a voulu nous dire. J'ose même pas imaginer. J'ai redemandé à l'élève de nous lire sa production écrite. Elle n'a pas été capable de lire ce qu'elle a voulu dire. Donc, vous voyez le niveau de difficulté. Il faut le vivre pour le savoir. Des fois, certaines difficultés que vivent nos élèves qui sont atteints de certains de ces troubles. À la prochaine étape, là, l'intelligence artificielle, elle arrive. 4 outils, peut-être qui sont déjà entre vos murs. Certainement, vous avez certainement entendu parler de Lexibar, par du bas. Read and Write est tellement familier maintenant. Le Camille, on en entend davantage parler. Google Read and Write, moins parce que c'est une extension de Google. Il faut vraiment être assez curieux ou bien bénéficier d'un appui technologique ou bien voilà, pour aller découvrir. Mais toutes ces applications et ces extensions sont programmées en arrière-plan par, il y a une intelligence artificielle en arrière-plan de ça. Et chacun de ces outils sert à quelque chose et sont recommandés pour les élèves qui sont dyslexiques. Lorsque nous creusons dans les rapports orthophonistes psychologues ou neuropsychologues, c'est clairement recommandé que l'élève ait accès à des outils d'aide technologique. Il y en a certains qui t'énumèrent les outils d'aide technologique, il y en a d'autres qui t'amènent à un autre niveau d'habilité, qui t'amènent à aller être curieux pour découvrir de quel outil on fait allusion ici. C'est important lorsque vous regardez, et au passage, ça c'est un résumé d'outils que j'ai eu la chance d'avoir envoyé la requête à ChatGPT. Il dit, donne-moi la plus belle des images que tu peux avoir en me posant un condensé de ces outils. Voilà, c'est tout ce qu'il a été capable de me produire quand on parle d'intelligence artificielle. Mais ici, l'idée, c'est de noter que derrière ces outils, c'est toute une programmation, c'est toute une intelligence artificielle qui se déploie. Et chacun de ces outils aide à sa façon l'élève atteint de dyslexie. Donc, je n'ai pas besoin de passer à travers. Vous voyez les avantages à ces niveaux. Par contre, il faut retenir que chacun de ces outils est performant à des niveaux d'aspect spécifiques. Par exemple, là où Camille est capable de nous annoter des PDF, d'ajouter des notes, Read and Write ne le fait pas. Google Read and Write ne le fait pas parce que c'est intégré à Google Doc. Excusez-moi de ma prononciation là, des fois certains mots en anglais, même mes collègues me le reprochent là. Des fois, il y a certains mots en anglais, quand j'en parle, ça devient le sujet de la rencontre du vendredi après-midi. Mais ça, je fais vraiment beaucoup d'efforts pour avoir le son qu'il faut. Je ne suis pas anglophone, je n'ai rien contre ce qu'ils sont. Mais notez sur ces points que chacun de ces outils tente d'apporter. Je n'ai pas besoin de passer à travers. C'est des outils qui doivent être certainement dans vos murs. Par contre, il y a d'autres outils moins connus aujourd'hui. Et j'attire vraiment votre attention là-dessus. Surtout cet outil puissant qu'on appelle MyBis. Ça, c'est un outil qui nous vient de la Finlande et des chercheurs en France, à Aix-en-Provence, à Marseille,
Ils l'ont mis en œuvre là-bas. Nous avons eu la chance d'avoir Alain Desrochers dans nos murs. Non, ce n'est pas l'outil dont je parle. Non, non, ce n'est pas le même outil. Je peux aller directement dans l'outil dont je vous parle et de revenir après dans MyDis. Commençons par l'outil de GraphoGame. Ça, c'est un outil qui est disponible en version iOS App Store, Android, Microsoft. Vous pouvez aller dans Windows, dans l'environnement Windows 10 et 11, voir le Microsoft Store. Vous pouvez y aller avec ça. Ça, c'est l'outil que moi, je vous recommande fortement dans la mesure où c'est un outil qui a fait son chemin depuis la Finlande jusqu'en France, Aix-en-Provence. Donc, je disais tout à l'heure, Alain Desrochers que nous avons dans nos murs, qui fait partie des chercheurs au niveau de la linguistique, qui nous avait vraiment mis l'emphase là-dessus. Nous l'utilisons dans nos services de rééducation à différents niveaux de notre continuum de lecture et écriture, surtout au niveau de la consolidation. Mais pour vous donner une idée, je vais essayer de vous partager cette vidéo. Les bleus et les verts qui sont avec eux. Tablette. Écoute, j'ai écrit jaune, donc ma foi. Et nous, on reste ensemble. On va penser à quoi pour écrire une phrase? Qu'est-ce qu'il faut pour faire une phrase? Aaron? Une majuscule, Une majuscule? un point, Un point? du sens. Et du sens, ouais, il faut que ça veuille dire quelque chose. Un On voit un chien. Très bien, et bien on va essayer d'écrire ça déjà. Chien. un O. Alors le O, on se rappelle de son O? Fu. J'ai adoré ce travail. J'ai envie de faire encore plein d'autres jeux. O. Jus. Lu. Fort. Lit. Rusé. Sauce. Je vais juste essayer de retourner à la présentation en ce moment. Et voilà. Je suis très content d'apprendre que tous les présentateurs de ces ateliers font la même chose que moi. Là, je ne suis pas le seul parce qu'apparemment, tu ne peux pas retourner en arrière avec Teams en ayant le diaporama en forme. En tout cas, je suis très content parce que ça m'a stressé tantôt. Alors, vous voyez, GraphoGame, c'est apprendre en jouant. Vous avez vu des élèves tantôt qui essayaient au niveau de la phonologie de repérer quel est le son de départ du mot en utilisant la bonne graphie. C'est ça, ce sont les élèves qui ont une dyslexie phonologique. Moi, je l'ai téléchargé sur mon iPad à la maison. Mes enfants s'amusent avec. Les enseignants me disent le que ça fait. On l'utilise ici au niveau du continuum de lecture-écriture dans la consolidation de nos acquis. On voit les résultats. Ça, c'est un outil que je vous recommande vivement. L'autre outil qu'on a dépassé tantôt là, c'est le MyDis. Nous travaillons avec des spécialistes sur le terrain qui nous rapportent les besoins sur le terrain, qui voyagent de partout les conseils scolaires francophones d'Ontario, qui nous rapportent cet outil. Nous l'avons testé pendant un certain temps ici. Les résultats ont été plus que concluants.
Ça, c'est un outil qu'on peut même mettre sur les appareils mobiles. Et ça supporte iOS et puis c'est Android aussi. Je vous fais visiter pas la science du Go, mais ce lien. Does anyone have anything they'd like to add? Oh, ça se fait en anglais en plus. C'est pas possible à quoi je pensais. Yes, I am. Oui, je le suis. Je savais que pour évoluer dans mon métier, Charles de Gaulle était un homme d'État français, un militaire qui a joué un rôle majeur dans l'histoire de la France au XXe siècle. Voilà. Ça, c'est un élève du secondaire qui est en salle de classe. Son enseignant écrit des notes au tableau. Tous les élèves ont leur papier à décoter, à écrire les notes au tableau. Il n'est pas capable de le faire. Parce qu'il a une dyslexie lexicale. Il ne peut même pas lire les mots au tableau. L'application m'a dit ce qui est génial avec ça, c'est que ça prend une photo. Peu importe que tu l'aies écrit dans n'importe quelle graphie à la main ou bien que tu l'aies dactylographié ou autre, là, dès que tu prends une photo, l'application se charge de tout. Il se charge de la configuration des mots, les lignes entre l'espacement entre les lignes, et tu peux même colorier. Tu peux demander à MyDis de te colorier tous les sons confondants auxquels tu es confronté. Par exemple, tu envoies une requête à MyDis, tu lui dis, je veux que tu me colories tous les B et les D qui sont dans le texte pour attirer mon attention au départ, parce que moi, j'ai un souci avec cela. MyDis va aller tous les colorier pour attirer ton attention. Te dire que la couleur verte, c'est le B, la couleur rouge, c'est le D. Donc, tout de suite, tu as visualisé le son, la phonologie du lettre que tu as. Et puis, si c'est aussi facile pour toi, tu peux demander à MyDis d'allonger l'espacement entre les lettres, ou l'espacement entre les mots, ou l'espacement entre les phrases. Vous avez vu le jeune quand il est retourné à la maison. Une fois qu'il a produit ça en salle de classe, c'est stocké dans son ordinateur. En salle de classe, il va juste retourner dans son dossier. Il a le même devoir que les autres sous format électronique. Et puis, MyDis t'offre la lecture du texte sous le format que tu veux. Tu peux choisir une lecture lente, une lecture modérée ou bien une lecture qui est rapide. Donc, à explorer, vivement recommandé. Le Voice Dream, c'est pas très connu, le Voice Dream. C'est une application qui souvent, c'est surtout pour les dyslexiques et les malentendants. La force de Voice Dream, c'est vous lisez, mais lui, il lit à votre place. Vous écoutez tout ce que vous lisez. Que ce soit des livres, des articles web, lui, que ce soit des documents PDF, lui, il est capable d'aller te chercher des longs articles écrits sur n'importe quel format. Et ce que j'oubliais de dire tantôt avec MyDis que Voice Dream, faire la conversion du texte dans une langue préférée. Tu peux convertir le texte en anglais. Tu peux le convertir en... Moi, j'ai fait le jeu ici avec des élèves. Il y a une multitude de langues que tu peux utiliser pour convertir ton texte pour améliorer ta compréhension. Donc, ça aussi, je n'ai pas besoin de passer à travers la présentation parce que je pense qu'il me reste pas beaucoup de temps, 12 minutes. Et ces 12 minutes, j'aimerais les passer avec vous en vous faisant un rappel de tous les outils d'intégration IA dont on parle pour les élèves dyslexiques. Je vous recommande fortement de mettre en place une marche, de diagnostiquer vraiment les besoins de l'élève pour qui vous voulez apporter une solution d'aide technologique.
tous les outils que je viens de vous présenter ne fonctionnent pas pour tous les élèves dyslexiques. Il faut choisir le bon outil. Pour choisir le bon outil, il faut retourner dans le profil de l'élève, ses besoins en lien avec son plan d'intervention. Si c'est un élève qui a des besoins au niveau phonologique, MyDis devient un outil incontournable. Si c'est un élève qui a des besoins au niveau lexical, phonologique combiné, GraphoGame devient un moteur essentiel. Si c'est des élèves plus âgés qui sont au secondaire, qui ont soit une ou la dyslexie combinée, VoiceDream devient un outil majeur parce que ça répondrait beaucoup plus à leur estime de soi. Lorsque vous implantez un outil dans votre école, dans votre environnement scolaire, prenez le temps de former et d'accompagner les personnes qui l'utilisent ou bien qui accompagnent l'élève. L'élève devra, ipse facto, à tout point de vue, être formé. Les adultes, ça ne sert à rien de donner un ordinateur portable avec Lexibar, Read and Write et tous ces outils et de dire à l'élève, je vous donne un travail, tu as tes outils technologiques. L'élève que j'ai évalué qui m'a produit ça, il avait tous les outils devant lui. J'ai simplement noté qu'il n'était pas capable de les utiliser. Est-ce qu'il a été accompagné? Est-ce qu'elle a été accompagnée? Est-ce que les enseignants qui travaillent avec l'élève ont été accompagnés? C'est nécessaire de le faire quand on implante ces outils. Et je le disais tantôt, c'est très important de sélectionner le bon outil. On ne laisse pas l'élève avec l'outil sans pour autant évaluer, au cas où ajuster au fur et à mesure que l'élève l'utilise parce que c'est une boucle. C'est très important de prêter attention à ça. Leur efficacité et leur efficience de ces outils, c'est double auprès des élèves et auprès de l'enseignant. Auprès de l'élève, on note. La recherche le démontre, l'expérience le démontre, ça améliore la lecture, ça améliore la compréhension, ça renforce l'autonomie et ça réduit la charge cognitive. Et le quatrième point, la réduction de la charge cognitive, c'est un point très important. Dans la mesure où, plus que c'est difficile, plus que l'élève n'a pas les outils, les élèves sont stressés, les frustrations, des fois même un comportement. Oui, aujourd'hui, mon élève, il faut aller chercher c'est quoi les facteurs atténuants qui l'ont amené à réagir de cette façon. Il n'a ni les outils, il peut pas, le travail, c'est ça, il a une surcharge, il a une fatigue cognitive. Des fois, ils réagissent comme ça. Auprès de l'enseignant, c'est très important de prendre ces outils comme un support pédagogique complémentaire. Ça ne remplace pas les interventions personnalisées de l'adulte. Oui, c'est un gain de temps. L'IA te donne des textes automatiquement adaptés et annotables. Oui, les évaluations sont beaucoup plus précises parce que tu cibles, c'est quoi tu fais. Est-ce qu'aujourd'hui, j'évalue la compréhension dans ce travail ou bien j'évalue le décodage? Pour l'identification des graphiques, est-ce qu'aujourd'hui, moi, je me focalise sur les graphiques contextuels? Est-ce que je me focalise sur les graphiques minoritaires? C'est autant de questions que la personne qui accompagne l'élève doit se poser pour cibler. L'impact que ces outils ont, la source, vous l'avez en haut, tous ces outils ont les mêmes fonctions de lecture audio et de personnalisation visuelle. Les mêmes intentions reviennent à tout point de vue pédagogique, c'est de réduire les obstacles cognitifs et de maintenir la motivation de l'élève. Les apprentissages qui sont visés sont multidimensionnels de tous ces outils qu'on a notés. Ça améliore les compétences linguistiques, les stratégies d'apprentissage, l'engagement, la confiance en soi et l'autonomie. Et chacun de ces éléments peuvent être évalués quand vous déployez un outil IA auprès des élèves qui sont dyslexiques. Mise en garde. J'avais dit à Joanne, j'enlève le drapeau, elle me dit non, il faut mettre le drapeau rouge parce que... Je mets le drapeau rouge parce que faut faire attention quand même. Il faut faire attention.
tout excès inusé, toute utilisation en dehors de la période normalisée d'utilisation peut créer un contre-résultat. Ça peut créer une dépendance. Ça, c'est un élève qui ne veut rien faire maintenant pour utiliser ces autres outils. Il ne demande que sa tablette. Voilà. Il faut limiter l'utilisation pour utiliser les autres outils d'intervention. D'où la régularité. C'est régulier, c'est progressif. Il faut adapter. Dans MyList, dans GraphoGame, on est capable de choisir le profil et de cibler c'est quoi les séquences qu'on veut travailler avec les élèves. Si c'est les mêmes activités, c'est du découragement, ça enlève l'engagement. Et pour votre information, j'ai appris il y a 2 semaines, Alain Desrochers, notre spécialiste qui est très à jour du logiciel de GraphoGame, qui nous dit que la version adaptative s'en vient dans quelques semaines. C'est-à-dire c'est une version adaptative qui permet de personnaliser les séquences en fonction des besoins de l'élève. Séquence par séquence, GraphoGame va aller varier maintenant. Ça ne devient plus une séquence linéaire, mais ça va être des séquences qui vont répondre aux défis et aux besoins de l'élève. Ne jamais oublier que c'est une complémentarité, ces outils. C'est juste des soutiens. Ça ne remplace pas l'intervention humaine. Toutes les personnes, tous les ateliers auxquels j'ai assisté, ils l'ont rappelé, je le rappelle aussi. En conclusion de mon atelier, j'aimerais attirer votre attention sur certains points à retenir. Le trouble développemental de la lecture, c'est bien réel, ce n'est pas une fiction. La dyslexie représente une difficulté sévère, persistante et inattendue. Nous n'en savons pas plus que nous en savons en ce moment. On en découvre encore des choses. J'ai toute une bibliothèque ici que j'ai des livres que je n'ai pas encore commencé. Il y en a encore des éléments de réponse que je dois aller chercher. On ne parle pas de dyslexie, on parle de dyslexie. Parce qu'elle n'est pas homogène. Le plus proche, quand on le diagnostique au stade précoce, c'est encore mieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Attention, j'ai tenu absolument à commencer mon atelier en rappelant le cadre d'utilisation de l'intelligence artificielle qui vient d'arriver dans nos écoles. J'aurais pu ajouter le point inclusion. Les élèves dyslexiques ne sont pas des élèves entièrement à part. Ce sont des élèves à part entière. Ils méritent d'être dans nos salles de classe parce qu'ils peuvent tous apprendre. À leur rythme, bien sûr, en utilisant ces outils IA. Oui, des outils IA existent. Il en existe dans le milieu. Il en existera encore. Il y en a d'autres qui vont arriver. Ma liste n'est pas exhaustive. Mais il faut faire attention. Il faut toujours personnaliser, penser à la boucle de tantôt, toujours revenir en arrière quand on implante ces outils dans nos écoles. Il faudrait former les personnes qui l'utilisent et les élèves. Et enfin, l'objectif de cet atelier, c'est que nous aussi, on cherche juste à faire notre part. Chaque goutte d'eau compte, à notre avis. Nous cherchons à faire notre part. On essaie de cibler certaines ressources. On les met au banc d'essai auprès des élèves dyslexiques et on évalue sur une base continue. C'est une amélioration continue que ça prend. Et enfin, ce n'est pas une fatalité, la dyslexie. C'est une réalité. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a beaucoup de patrons des pétrodollars ou bien des gens de l'informatique qui ont des dyslexies. Je ne veux pas les nommer. Certainement, vous entendez les mêmes informations que moi. Ce n'est pas une fatalité. Ça n'empêche pas les gens de vivre. C'est une réalité. Oui, les outils IA peuvent devenir un véritable levier d'inclusion dans les milieux scolaires. Je pense que c'était tout pour moi aujourd'hui. Et le reste, c'est juste de la biographie des vidéos à partager. On pourrait prendre le temps qui nous reste. C'est rare que je fasse une présentation, que je ne sors pas de ma limite là, mais en tout cas, je suis très content de savoir que je suis à 11h48 minutes. Alors moi, je vais arrêter la présentation. On peut en parler si vous avez des questions, des éléments de réponse. Joanne, avez-vous des réponses au passage là-bas? J'aimerais, si les gens ont des questions, de prendre le temps qui leur reste. On a quelques minutes encore pour répondre à des questions précises. Donc, profitez de ces minutes-là avec Ibrahima, un expert qui est ici pour nous aider. Oui, je pense que France a une question, oui.
Oui, bonjour. D'abord, Mhm. je voudrais vous dire que vous êtes hyper inspirant. Vous m'avez apporté beaucoup d'émotions. J'ai vu beaucoup de mes élèves, parce que moi, je suis lead dans mon école, donc je touche à peu près à toutes les salles de classe. Puis, même encore, j'ai le trémolo dans la voix, là, tellement que j'ai reconnu énormément d'élèves dans ça. Mais c'est un commentaire plus qu'une question, je pense. Je ne sais pas pour les autres écoles, mais nous, on dirait que le mot dyslexie, on ne peut pas l'utiliser. On nous dit de ne pas l'utiliser en Ontario, c'est trouble d'apprentissage, les fameuses TA. Là. Puis là, ben, je suis extrêmement heureuse d'entendre comment vous avez tout démystifié, qu'est-ce que c'est, puis toutes les sortes qu'il y avait. Ça, je ne m'attendais pas à ça ce matin, là. Alors, merci beaucoup pour tout ça. Je voudrais vous avoir comme ami, collègue pour jaser encore des heures et des heures, mais je ne veux pas enlever aux autres. En tout cas, je veux juste vous dire bravo. Puis j'étais juste curieuse, ma dernière petite question, le texte que j'ai lu, une fois qu'il a été réécrit par l'intelligence artificielle, c'était j'ai peut-être manqué. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez utilisé pour cet élève-là, pour convertir son texte, là? En fait, j'ai utilisé tout simplement ChatGPT à 80% OK. et de corriger les idées du texte, tout en laissant l'originalité de certains mots à l'élève pour qu'il me les relise, pour qu'on en discute de son texte, pour que je valide qu'est-ce que l'élève a voulu dire. C'est très important d'écouter les élèves une fois qu'ils nous produisent un texte, de leur dire qu'est-ce que tu as voulu dire? Parce que souvent, et c'est ça qui est très complexe, là, j'ai parlé de dyslexie, à l'intérieur de laquelle il y a une hétérogénéité. C'est un élève qui a un trouble développemental de la lecture. Mais il se trouve que il se peut que ça ne soit pas le seul trouble que l'élève a. Il se trouve que l'élève, souvent, ce trouble est lié à des troubles d'apprentissage. L'élève, au niveau de ses apprentissages en maths, en lecture-écriture, ne travaille pas à son niveau. Et encore, l'élève peut avoir un autre trouble, un trouble du langage, un TDL, que je n'ai pas associé à TDL, trouble développemental de la lecture. Alors, vous voyez toutes les fonctions exécutives qui sont affectées par ce trouble. J'apprécie le fait que vous ayez dit, oui, il faudrait démystifier, mais si on ne démystifie pas, qu'on ne montre pas les choses telles qu'elles sont, je ne sais pas comment on pourrait intervenir. La vraie chose, c'est qu'il existe la dyslexie sous différentes formes. Il y a toute une littérature là-dessus et il y a des recherches qui se font là-dessus et il y a des outils d'intervention de l'IA qui tentent de remédier, pas de remédier, d'appuyer ces élèves dans leurs apprentissages. Ce qui est clair, c'est qu'il y a souvent un dysfonctionnement au niveau de la communication, mais on est arrivé à un stade où les élèves nous disent comment on doit intervenir auprès d'eux. C'est eux qui vont nous donner la solution. Il ne faut jamais dire au préalable, comme j'ai dit tantôt, peut-être que je l'ai fait quand j'étais en salle de classe, de n'avoir pas pris le temps de comprendre ce qu'a besoin mon élève. Qu'est-ce qui se figure dans son profil que je n'ai pas? Quelle information j'ai manqué? Est-ce que je devrais peut-être aller revoir dans son DSO pour voir est-ce qu'il y a des éléments de réponse dans mes questions? Ou si je ne les ai pas là-bas, est-ce que je m'adresse aux bonnes personnes? Est-ce que je pense que dans nos informations, ce qui nous fait avancer, c'est les questions qu'on se pose. Est-ce que, comment, pourquoi? Mais parce que dès qu'on arrive à un résultat, ça soulève encore un questionnement. Je travaille dans un excellent réseau parce que le CCJL, l'école d'application, me permet de collaborer avec pas mal de personnes des différents conseils scolaires. Mais certainement, Marie Frenette le cours, certainement un jour, votre courriel entrera dans le mien pour diverses raisons, peut-être pour une demande d'admission pour vos élèves, je ne sais pas. Mais comme on dit, le monde de l'éducation n'est pas aussi grand qu'on le pense. On apprend toujours à connaître des gens et puis on les côtoie à des moments où voilà, on attendait le moins. Mais ça me fait plaisir d'entendre de vos commentaires. J'ai juste envie de faire parler Stéphanie Charon qui m'a mis sur ce dossier, qui est notre directrice des mathématiques à l'école d'application. Je vois sa tête, je vois vraiment son visage. Je ne sais pas si elle a quelques mots à adresser à l'équipe à ce moment-ci, parce que je vois que le temps se choisit et qu'il ne reste pas beaucoup de minutes.
Et je comprends, Madame Frenette-Lecourt, comme on se sent un petit peu tout seul dans notre petite île souvent parce qu'on veut faire de notre mieux pour nos élèves, puis on les voit cheminer. Puis je pense qu'en quelque part, c'est comme a dit Ibrahima, c'est le trouble d'apprentissage, c'est large. Et puis après ça, ben, comment on va aller creuser un petit peu plus loin? Ben, on n'a pas le choix, que ce soit en mathématiques, que ce soit en lecture, en écriture. Je pense qu'il faut poser le bon diagnostic. Puis c'est pour ça, comme Ibrahima l'a dit, c'est souvent notre porte d'entrée vient avec le rapport psychologique. Ça nous aide beaucoup pour pouvoir aller creuser plus loin. Puis on est toujours ouvert au CCJL de donner un coup de main dans la province. Alors, faites appel. Ibrahima est toujours à l'autre bout du téléphone. On va être là. C'est exactement ça. Merci. Donc, on va arrêter la présentation parce qu'on a dépassé un petit peu de notre temps. Donc, Ibrahima, au nom de tous les participants, je veux te remercier infiniment d'avoir partagé avec nous tes connaissances, tes ressources, ce qui va bien, ce qui va moins bien, ainsi de suite. Donc, c'est une mine d'or pour nous. Puis, j'espère que justement, les gens vont en profiter puis aller chercher vos services qui vous êtes si vertement disponibles et ouverts à partager. Donc, un gros merci à toi pour tout ce que tu as partager avec nous. Puis les gens ont accès à la présentation aussi, donc ils vont pouvoir retourner dedans, relire les notes et ainsi de suite, qui vont être utiles pour eux aussi. Donc, ça fait un plaisir de t'avoir avec nous. Merci, parfait. Merci à vous aussi. Merci. Ouais. Merci. Ouais. Merci Stéphanie. Bonne journée. Merci, bonne journée.